Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Luna, salut Tristan. Salut Bart. Salut Bart. Je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui. Déjà, c'est la première fois que je reçois non pas un, mais deux invités. Et en plus, sur un sport que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir dans votre univers et avec la façon avec laquelle vous communiquez, parce que vous êtes frères, du coup, tous les deux. Ouais, exact. On va en reparler. Juste avant de commencer, je remercie quand même la personne qui a rendu cet épisode possible, parce que je vous avoue que je vous connaissais pas avant qu'elle me parle de vous. C'est Alexandra de la Fédération française des clubs alpins, parce que du coup, vous pratiquez l'escalade sur glace, tout simplement, ce qui s'appelle aussi l'ice climbing, comme tu me l'as précisé juste avant de commencer. Et du coup, c'est géré par une fédé. Vous m'expliquerez un petit peu comment ça marche. Donc, je suis hyper content d'être là aujourd'hui. Mais vous le savez, la première question pour la tradition, c'est de savoir quel est votre premier souvenir de sport. Eh ben, je pense que nous, on a été élevés, je dirais peut-être un peu différemment, dans un sens. Et c'est vrai qu'on a toujours été du coup ultra sportifs. De par nature, on est déjà deux frères, deux garçons. Puis on a vraiment grandi ensemble. On a grandi dans les montagnes. Et du coup, on a tout de suite eu une espèce de compétition amicale entre nous, dans une sorte d'émulation, quoi. Et du coup, le sport, c'était l'idéal. Ouais. Et je pense qu'on a tout de suite énormément accroché là-dedans et on a dérivé sur le ski alpin parce que dans la ville où on habitait, c'était un peu le sport national, quoi. Okay. Et puis on était de Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. Okay, je vois très bien, ouais. Et puis le basket l'été parce que le ski, malheureusement, c'est qu'une partie de l'année. Donc okay. Voilà, les premiers souvenirs, je pense, c'était quand on était gamin d'aller courir avec un ballon toute la journée autour du terrain qu'il y avait au centre et puis d'essayer de battre les grands et tout ça, et on était toujours bien unis là-dessus. Ok. Et vous avez fait tous vos sports tous les deux, à deux ? Ouais, je crois qu'il n'y a rien qu'on a fait en individuel. On a une très très fusionnelle là en fait. Ok. Tous les deux, ouais. Ok. Trop chouette. Et est-ce qu'il y avait, je sais pas, toi t'es le plus grand et tout, est-ce que je sais pas, vous vous chamaillez, il y avait un peu ou sinon t'étais plutôt celui qui fait le rôle modèle et qui essaye de tirer le petit frère vers le haut. C'était quoi la relation que vous aviez quand vous étiez plus jeune ? Les gens, ils aimaient dire qu'on passait 365 jours par an ensemble. Et c'était un peu vrai jusqu'à il y a pas si longtemps. Donc oui, forcément, on se battait un peu, on se chamaillait, c'est normal, je pense. Mais dans un sens, je crois que j'ai toujours essayé d'être un peu l'exemple et d'essayer d'être un modèle, tu vois, d'être une figure sur laquelle il pouvait regarder, tu vois, et d'essayer de le tirer le plus possible vers le haut, parce que je savais qu'il pouvait être meilleur que moi
de par le fait que de toute façon ils commençaient tout ce que moi j'entreprenais 3 ans avant sur la timeline. Et du coup il avait, enfin voilà, il avait des chances plus élevées de faire des trucs incroyables. Du coup je pense qu'il y avait un peu ça. Tu t'en rends compte un peu, Luna, toi, quand tu entends ça? Ouais, je me dis merci papa. Non, c'est vrai, il y a eu tout ça, et puis après, ouais, quand on est très jeune, 3 ans, c'est énorme. Après, plus ça va maintenant, plus on a l'impression d'être juste une équipe soudée et qui se tire l'un et l'autre vers le haut, en fonction des capacités de chacun, et ouais, c'est vraiment équilibré comme relation, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, les relations de frères, généralement, ça devient de plus en plus sain avec le temps. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Trop cool. Et j'ai cru comprendre que vous étiez dans un écosystème assez sportif quand même autour de vous. Je crois que c'est votre mère, non, qui faisait beaucoup de sport. Ben, notre mère, elle était sportive sans forcément l'être à proprement parler. Ouais. En fait, quand on était petit, elle a un peu décidé, enfin on a décidé ensemble d'ailleurs, mais elle s'est mise en tête de vouloir habiter dans une yourte. Et donc on a eu une partie de notre enfance où on habitait en yourte à assez haute altitude au-dessus de Barcelonnette justement. Et donc à sa façon elle était sportive puisqu'en fait c'est elle qui a construit la yourte, chaque pièce, voilà. Qui a terrassé le terrain pour faire plat, voilà. qui a mis en place l'eau, l'électricité, tout ça. Et en fait voilà, c'est un boulot monstre. Ouais. Et nous, on était admiratifs de ça, de la... Et on était tout jeunes. On avait 5 et 8 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Ah ouais, donc vous étiez pas très utile dans la construction. Bah non, nous, on n'a pas fait grand-chose. On essayait d'aider, mais voilà. Et après, du coup, forcément, nous, notre corps, il était indispensable, en fait, de par un peu, on va dire, la survie en soi, parce que voilà, quand il fallait, l'hiver, il fallait aller chercher à manger, et ben, la route était pas accessible jusqu'à la yourte à cause de la neige, donc, il y avait une partie, voilà, on faisait 300 mètres de dénivelé avec les courses pour la semaine sur le dos. Donc voilà, notre corps devait fonctionner parce que ça faisait partie du jeu. Donc voilà, et puis après, elle nous a fait faire beaucoup de randonnées, de choses comme ça, dans le beau pays où on habitait. Donc, elle était sportive en soi. Ok, trop chouette. Enfin, j'ai plein de questions du coup par rapport à ça. Tu vis du coup dans le même espace clos toute l'année. Du coup, vous avez vécu à 3 non-stop. Et ouais, il y avait des rideaux, c'était délimité par des rideaux. Mais sinon, ouais. Ben maintenant, ce serait plus possible, mais en tout cas, à cet âge-là, ça nous a pas du tout gêné, ouais. On passait beaucoup de temps dehors. Au final. Oui, on passait quand même tous les jours. La journée, elle est rythmée par d'autres choses que quand tu habites dans un appartement. Donc, c'est clair. Il y a du mouvement. Du coup, t'as pas internet, t'as pas de jeux vidéo, Non, alors ça, les jeux vidéo, non, en effet, on n'a pas eu. mais après, il y a eu internet. Au début, il y avait pas, mais après, il y a eu internet. Et puis, mais c'est sûr que oui. Tu vas avoir chaud, faut faire du bois, donc il y a un poêle à faire tourner. Tu veux te doucher, faut faire chauffer de l'eau. Puis il faut acheminer de l'eau, et voilà. Et donc ta journée, elle est rythmée par le déneigement le matin, tout ça. T'es vraiment au contact de la nature, en fait. Ouais. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui nous a au final beaucoup attiré après dans les disciplines qu'on a choisies, c'est que quand on faisait du basket, voilà, c'était hyper cool, on adorait ce sport, le côté collectif et tout, mais il y avait un moment où ça correspondait plus vraiment à nos valeurs d'être enfermé dans un stade, tout ça, c'était plus forcément un besoin qu'on avait. Ok. Voilà. Et votre mère, elle était plutôt du coup du style à vous laisser crapahuter pendant des heures et des heures dans la montagne et sans se soucier de vous, ou au contraire c'était plutôt celle qui vous emmenait partout, qui vous faisait faire un max de trucs, qui se mettait dans le stade et que vous regardez en criant? Je dirais les deux. Parce que ouais, elle nous laissait jouer beaucoup en autonomie dans la nature, faire des cabanes pendant beaucoup d'heures. Et à la fois aussi, elle nous a emmenés à peu près partout là où on voulait. Les randonnées, on les faisait avec elle. Voilà, tous les trucs qui étaient bien sûr un peu plus risqués. Elle nous a jamais laissé prendre trop de risques tout jeune. Ouais. Et puis, je pense qu'on avait une grande liberté, mais à la fois, elle était tout le temps là quand on avait besoin. Voilà, elle était tout le temps là pour nous. Ouais. Dès qu'on avait une idée, une envie, quelque chose comme ça, elle était là et puis elle nous soutenait à 100%. Quand on s'est mis à faire du ski, elle était avec nous tout le temps pour nous apprendre à skier, puis s'y mettre, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, nous amener jusqu'à voilà, moi j'ai fait ski études et tout ça. Ouais. Elle était là derrière nous quand il y avait besoin, quoi. Okay. Mais à la fois une grande liberté. On n'a pas du tout été dans un environnement aseptisé.
comme je pense une grande majorité des enfants carrément. aujourd'hui sont, avec des parents qui sont un peu peut-être, on va dire, très protecteurs. Elle avait pas forcément trop ce côté-là. C'est sûr que des fois, on partait 3 heures, On a savait été pas où on allait, ouais. ni tout ça, mais elle faisait confiance sur le fait qu'on était chez nous et que voilà, on connaissait ce qui se passait dehors. Ouais, mais parce que j'ai une réflexion, tu vois, ces derniers jours, tu vois, justement, t'as parlé effectivement de l'éducation un peu aseptisée de certains enfants. Et je pense que c'est vachement lié à la ville, tu vois. En fait, il y a plein de dangers dans une ville, tu vois. Tu vas pas laisser ton gamin de 5 ans aller s'amuser. Tu vois, t'as des camions qui passent à toute allure. T'as tellement de gens, t'as une petite chance pour que peut-être qu'il y ait un fou. Il peut se passer 1 milliard de trucs et ça crée de la peur, je pense, ça crée de l'angoisse. Alors qu'effectivement, quand t'es en plein milieu de la nature, tu es dans ta vallée et tout, qu'est-ce qui peut t'arriver quoi? Tu peux monter sur un arbre et te casser la gueule. C'est sûr. On a eu des enfants ultra privilégiés, je pense. Et je pense que beaucoup de jeunes dans la vallée où on était ont eu un peu le même type d'enfance parce que voilà, c'est des environnements qui sont juste incroyables. Enfin, la chance qu'on a eue, c'est magique. Après, tu vois, exactement, tu vois, moi j'ai grandi dans la ville, mais bon, juste à côté d'une forêt, donc j'étais quand même, j'avais un peu ce rapport à ça. Et là, je me dis, mais pour mon fils, tu vois, et mes enfants plus tard, je me vois pas du tout continuer à vivre ici, quoi. C'est un truc de dingue. Enfin bref, c'est de la réflexion et du coup, ça me fait beaucoup penser ça me fait penser à votre histoire. Et j'ai vu aussi que vous avez fait école à la maison pendant. D'ailleurs, je sais pas, c'est le terme officiel, école à la maison. Ouais, c'est scolarisé à domicile ou école à la maison, je pense. C'est ça. Vous avez fait toute votre scolarité à domicile? À part on a commencé un peu en école primaire, on était un peu dans des établissements. Ok. Et ensuite, on a fait quelques années au collège aussi. Tristan, le ski études. Et on va dire que c'était par saut un peu. Ouais. C'est quand on en avait envie. Je dirais que l'école à domicile, c'est quand même assez dur parce que t'es un peu tout seul. Mais à la fois, on faisait toujours beaucoup d'activités. Le basket, le ski, on a fait aussi beaucoup de musique. Du coup, on était toujours en lien avec d'autres personnes aussi, donc on vivait pas trop la solitude. Et puis, vu qu'on était tous les deux, c'est vrai que ça a aussi beaucoup aidé. Mais après, des fois, on avait envie d'aller voir ce que c'était l'autre monde. Du coup, c'est vrai qu'on a fait quelques années à chaque fois. Et puis, je dois dire, malheureusement, un peu... on revenait vite à la maison en se rendant compte tous les avantages que ça représentait et à quel point c'était une chance quoi, de pouvoir faire ça. Ouais, ok. Parce que on a réussi à... On organisait notre temps en faisant à peu près 3 heures de cours par jour, le matin. C'est ouf. Je pense qu'il y a plein de parents là qui nous écoutent et qui se disent ah non, c'est rien. Mais pourtant, je vous trouve méga mature. Enfin, on en reparlera après. C'était ça qui était assez incroyable, c'est qu'on s'était rendu compte, en fait, avec le temps, que nous, en travaillant consciencieusement 3 heures par jour, sans devoir, au début, quand t'es vraiment petit, notre mère, elle devait être présente et ça, c'est hyper lourd, je pense. D'en avoir reparlé avec elle, c'était vraiment du boulot et c'était pas facile parce que quand t'es gamin, t'as pas forcément envie d'être devant ton cahier, quoi. On est d'accord. Et mais après, avec le temps, tu t'organises toi-même et en fait, on arrivait, malgré le fait de bosser que 3 heures par jour, sans devoir, sans autre quoi que ce soit, en une année, on en faisait 2, quoi. Okay. Donc c'est-à-dire qu'en 3 heures, nous on faisait 2 systèmes, on faisait 2 années scolaires. Et donc quand on réintégrait après le lycée, quand on réintégrait le collège par exemple après ou quoi, voilà, moi je sais que j'ai fait je crois que c'était ma 5e et ma 4e à la maison et j'ai direct rattaqué en 3e et j'étais tout à fait, j'étais à niveau voire peut-être un peu, j'étais vraiment bien, quoi. Pas mauvais, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est sûr que c'est des quand tu y as goûté, c'est compliqué. T'as tout ton après-midi dehors pour aller jouer, gambader, machin, faire du sport. C'est sûr que, le côté social, il est hyper important, hyper agréable, je pense, mais ça nous avantageait bien. Et avec le recul, là, peut-être que c'est encore un peu jeune, mais est-ce que justement, tu vois, le fait d'apprendre à travailler tout seul, cette autonomie, c'est apprendre à être hyper focus, hyper concentré, plus productif, est-ce que, vous en voyez aujourd'hui les bénéfices d'avoir fait l'école à la maison ou quoi? Parce que, alors il y a pareil, ça engendre plein de sujets sur la com, on vous en parlait, vous travaillez déjà avec des marques alors que vous êtes quand même super jeunes, il y en a plein d'athlètes qui ont votre âge et qui sont pas encore, je pense, aussi développés que ça. Du coup, avec le recul, il y a des choses comme ça sur lesquelles vous sentez que ça a été un privilège de faire ça? Ouais, carrément. Je pense que tout ce qu'on a vécu jeune,
a été une pierre à l'édifice de qui on est aujourd'hui. C'est vraiment, ne serait-ce que dans l'école, les cours à domicile qu'on faisait, notre mère, elle avait une vision complètement différente de l'éducation classique, qui est l'éducation classique, c'est un peu, par exemple en 6e, on apprend à faire une addition d'une telle manière, et puis en 5e, on dit, bon alors, on oublie un peu tout ça, et puis on recommence sur une nouvelle base, ça en fait, c'est pas vraiment ça, et puis on apprend ça différemment. C'est un peu tout le temps ça, tu vois, dans l'éducation classique. Ouais, c'est clair. Alors que là, nous, c'était, au lieu d'apprendre plusieurs fois, on va apprendre directement bien. Du coup, on va apprendre l'addition comme on l'apprend en 3e ou en seconde, alors qu'on est qu'en 6e. Ouais. Mais en fait, après, on aura juste à le réviser l'année prochaine, en fait. Ouais, ok. Du coup, c'était vraiment une logique. Elle avait monté tout un truc, je sais pas d'où elle a trouvé ça, mais c'était assez incroyable, tout un truc de fiches outils, et on travaillait avec des programmes déjà énormément en avance, en fait. Ouais, bien sûr. Mais ça ne posait aucun souci. Avec un peu d'acharnement et tout, on arrivait à tout comprendre et tout mémoriser et tout. Mais je pense qu'en Donc plus, ça, c'est des c'était choses assez- dont on s'inspire dans le sport aussi. Voilà, ça c'était assez dingue, ne serait-ce que pour la logique, le travail de logique et tout, je pense à cet âge-là qu'on peut développer, il est assez important. Et ensuite, je pense, toutes les règles un peu de la nature, c'est des règles de base en fait de vie pour moi. Ouais. Et je pense que c'est des règles qu'on n'apprend pas forcément sur Internet ou sur un jeu vidéo ou à la télé. Et où c'est vrai qu'on a eu cette chance de vivre tout ça. Et le fait d'avoir aussi que 3 heures des cours à domicile, par exemple, ça nous a laissé tellement de temps pour faire toutes les autres activités qu'on a fait. Et ça, quand on raconte des fois ce qu'on a fait à des gens, au bout d'un moment, ils nous disent, mais attendez, vous avez combien de vies? Vous avez fait tout ça et vous avez que cet âge-là, quoi. Donc, Juste pour les auditeurs, vous avez quel âge? Pour qu'ils entendent. Du coup, moi, j'ai bientôt 20 et Tristan, il a bientôt 23, quoi. Ouais, on a presque tous les deux la vingtaine. Voilà. Mais ouais, putain, vous me faites avoir un coup de vieux là, parce que moi qui viens d'avoir 30 ans, mais ouais, c'est ouf, tu vois, parce que justement, moi, je suis passionné d'éducation. C'est vraiment un sujet sur lequel je sais que si je remonte une boîte, ce serait dans le sujet de l'éducation, l'école. L'école, c'est hyper mal fait. Tu vois, quand tu regardes les agendas des enfants, c'est 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, 1 heure de français, 1 heure de machin. Comment tu veux être concentré sur un sujet et le creuser en profondeur si toutes les heures t'es interrompu, que tu dois reformater ton cerveau, avoir un nouveau prof et repartir de l'avant. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est pas et du du tout coup, bien tu fait, parlais de ce que j'ai compris, tu bosses un peu avec dans une boîte d'incubation, c'est ça, exactement. de start-up. Et moi, l'autre jour, je me marrais, je faisais un parallèle. On a des copains qui ont lancé une grosse start-up là, qui bosse avec des marques, justement. Okay. Et en fait, l'autre jour, on les a vus bosser. Et en fait, ça nous a rappelé un peu la façon de faire qu'on avait de travailler quand on était gamin. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on avait 3 heures d'intense qu'on pouvait, entre guillemets, modeler comme on avait envie par rapport aux besoins du moment. Et en fait, la majorité des startups jeunes et tout ça, elles n'ont pas des temps de travail, comment dire, comme une entreprise où tu es dans un bureau. Bien sûr. Voilà, chacun fait un peu comme il veut. Et donc, on les voyait et c'était hyper drôle. En fait, tu as l'impression qu'ils bossent jamais. Ils sont là et puis ils sont dans les canapés à discuter les uns avec les autres. Enfin, tu vois, ils grimpent même à côté parce qu'ils ont un mur d'escalade à côté et tout. Et en fait, de les voir bosser comme ça nous rappelait ce truc-là, de dire en fait, ça sert à rien de faire 1 heure de cours. Parce qu'en fait, dans cette heure de cours-là, t'as peut-être, je vais dire une bêtise, mais t'as peut-être 1 minute ou 5 minutes d'attention réelle importante sur la capacité de ton cerveau à être là. Et en fait, eux, ils savent que ils sont en train de discuter, puis paf, là, ils sentent que ça y est, c'est le moment. Hop, ils se mettent devant l'ordinateur et là, ils te pondent un truc en 5 minutes que normalement, tu mets une journée à faire, quoi. Tu vois un peu l'idée. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on fonctionne un peu comme ça. Tu vois, ça va être de la même chose pour le sport. Des fois, on va avoir l'impression de pas être très productif. En fait, ça sert à rien. L'important, nous, on sait que l'important aujourd'hui, c'est l'efficacité. Et si tu fais quelque chose sans être efficace, ça a pas d'importance. Il faut pas le faire, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça, je pense, c'est plein de petites règles, tu vois, comme ça qu'on a appris quand on était gamin, du fait de l'éducation qu'on a eue avec notre mère et tout ça. Et ça nous a beaucoup servi, je pense. Bah carrément. Enfin, moi, j'étais assez persuadé effectivement du fait que le homeschooling, comme on dit en anglais, ça soit hyper pertinent. Après, effectivement, ça demande de la part des parents un engagement qui est indéniable, tu vois. Et c'est sûr que pour les parents, ça demande un investissement et voilà. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est clair. T'as parlé de ski-études. Vous l'avez tous les deux fait ou juste toi, du coup, Tristan? Non, au final, ça c'était juste moi.
Et ça m'a vite déplu, au final, l'ambiance qu'il y avait. Ce qui fait que je me suis vite retiré de ce truc-là. Voilà. Aujourd'hui, on passe tous les deux le monitorat de ski parce qu'on a beaucoup investi dans le ski fut un temps. Et aujourd'hui, c'est une façon un peu de récupérer quelque chose, d'avoir une sécurité. Tu vois, parce que nous, on n'a pas continué du coup les études. On s'est vraiment spécialisé dans le sport. Dans essayer d'être professionnel là-dedans. Et du coup, ça, on sait que ce sera une roue de secours si jamais on a besoin. Mais voilà. Ok. Et à quel moment, du coup, vous découvrez l'escalade et vous commencez à en faire plus sérieusement parmi toutes ces aventures Eh ben, je crois qu'on a découvert l'escalade du coup à Barcelonnette assez tôt. On avait, je pense... Moi, je rentre en 6e. Ouais, voilà. Ok. Et puis dans un forum des associations là, je crois que c'était au centre militaire de Barcelonnette, je crois il me semble, où il y avait le mur d'escalade et on a fait 2 voies là avec tous les autres gamins qui avaient là quoi. Donc j'ai très bien souvenir de cette journée. On avait fait je crois un peu la première voie d'escalade. Et puis il y avait la S aussi du coup. Oui, c'est vrai, du collège. Du collège, en fait, les années où on avait été. Trop bien d'avoir ça. On avait en fait un copain qui m'avait dit ouais, mais viens avec moi et tout, c'est trop bien, tu vas voir, c'est trop chouette. Et puis c'est le forum des associations où on avait finalement. Puis après, on avait commencé donc avec le club de Barcelonnette à faire, mais c'était à tout petit, on faisait un tout petit peu, peut-être une fois par semaine, une séance un peu tranquille, voilà. Et puis après, c'était quelques années plus tard à Gap. On a continué ça en parallèle, un peu sans encore trop d'idées précises. Et puis c'est en arrivant à Grenoble où là on est rentré au CAF de Fontaine et où là on a commencé un peu plus à grimper beaucoup quoi. Un peu je dirais du jour au lendemain, peut-être au moins 5 fois par semaine. On était à la salle tous les après-midi. Et voilà quoi, donc en une année on a pris un niveau vraiment de folie et puis on a directement commencé à faire des compétitions nationale et puis quelques années plus tard je gagnais mes premières coupes de France je crois. Le club de Fontaine, ça a été un peu le déclic de voir d'autres enfants qui étaient vraiment forts quoi, et de dire waouh, en fait ça c'est mythique. Et je pense aussi, je me rappelle d'un truc, c'est que quand on était plus jeune, il y avait au cinéma de Barcelonnette, il passait des films de temps en temps, un peu des soirées montagne. Et il y avait des films d'Alpi et tout ça, et je sais que notre mère nous amenait là-bas. Et ça avait toujours été un truc incroyable pour nous, de voir ces alpinistes fous là, qui faisaient des trucs complètement dangereux et inconscients et complètement fous dans des montagnes absolument magnifiques. Et je me rappelle que ça nous avait bien motivés quand on avait vu un peu la possibilité d'aller faire de l'escalade. Il y avait un peu cette idée derrière aussi, quoi. Et Grenoble, c'est pas la ville où il y a l'équipe de France d'ailleurs alors je sais pas si c'est 2 vitesses ou sur bloc, mais ils sont dans le coin de Grenoble. C'est à Voiron, juste à côté de Grenoble là, c'est à 20 minutes. Ok. Où là il y a tout le pôle France, Ok. Et vous y êtes aussi maintenant? Non, parce que nous du coup c'est en escalade sur glace, alors c'est pas la même équipe. C'est pas la même fédération même. Bon alors du coup expliquez-moi, parce que déjà dans l'escalade on a déjà vu avec les auditeurs, il y a plusieurs disciplines. Effectivement il y a la vitesse, la difficulté et le bloc. Pour les Jeux Olympiques, ils ont fait un espèce de mélange de tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, vous faites tous les deux. Alors, vous faites de l'escalade effectivement sur bloc aussi, on en reparlera, mais là où vous excellez le plus, c'est l'escalade sur glace. Donc, c'est une discipline encore très à part, mais que franchement, je recommande aux auditeurs de regarder parce que c'est ultra impressionnant. Donc, vous avez un piolet et pareil, il y a de la vitesse, il y a de la difficulté, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a que 2 disciplines. Ouais. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu avec vos mots comment se passe une compète d'escalade sur glace et un petit peu le processus, déjà un petit peu essayer de mettre des mots sur l'image que ça peut avoir. Alors parce que quand on dit colonne sur glace, c'est bien un gros glaçon, un énorme glaçon, et vous grimpez dessus. Mais j'aimerais bien l'entendre décrire avec vos mots, quoi. Comment vous le décrirez? Je dirais les compétitions, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, c'était vraiment, comme tu dis, des blocs de glace, un peu de tout style de forme qu'ils avaient sur des structures. Ils faisaient de la glace artificielle ou même au début dans les sites naturels avec de la glace, un peu de cailloux, des choses comme ça. Mais c'était surtout de la glace quand même. Et en fait, au fur et à mesure des années, le niveau a progressé, et ils se sont rendus compte que c'était plus, ça suffisait plus en fait de mettre que de la glace parce que les grimpeurs devenaient trop forts.
et que même s'ils mettaient des zones interdites, des jetés même dans la glace, tu vois, par exemple avec des zones interdites et puis 1 mètre plus haut juste une zone autorisée, et du coup tu devais sauter, tu vois, d'un à l'autre, plein de trucs comme ça. Ça a vite évolué qu'il y avait des petits bouts de panneaux en bois, un peu comme du coup une compétition d'escalade, avec des prises en résine ou en tout autre matériau, mais et petit à petit il y en a eu de plus en plus. Parce que quand même c'est devenu du coup hyper impressionnant, hyper technique d'utiliser ces prises au milieu de la glace, et ça a représenté un peu l'histoire qu'on peut retrouver en alpinisme ou en cascade de glace naturelle en fait, qui est quand même l'essence de la discipline. Comme l'escalade, ça peut être l'escalade dehors sur des blocs en cailloux, sur des falaises, sur toutes sortes de trucs, et où ça a été au lien pour aller chercher par exemple des glaçons qui pendent dans des falaises déversantes par exemple, qui est un truc qui est hyper impressionnant, qui est vraiment magnifique. Et ben en fait on est obligé de grimper sur le caillou déversant pour atteindre la glace suspendue. Je vois. Du coup en fait ça a été un peu la logique de la discipline, tu vois. Ou même en alpinisme, pour passer dans des faces les plus raides, et ben il y a des endroits où il y a que du caillou ou des petits mix entre caillou glace dans un profil très raide, où ça va devenir très technique et physique aussi. Et donc voilà, je dirais que l'évolution de la cascade de la cascade de glace en compétition a suivi un peu toute cette trame. Ouais. Et pour en arriver aujourd'hui avec des structures qui peuvent aller jusqu'à 25, 30 mètres même, très déversantes, où des fois on est complètement à l'horizontale, voire la tête en bas, avec comme des pains de glace. En gros, ils font couler de la glace dans des barils, et puis ils les suspendent dans l'air, et du coup on grimpe sur les barils suspendus. Très aérien. C'est très aérien, très impressionnant à regarder quand même. Et on va dire qu'il y a de moins en moins de glace parce que le niveau est tellement haut maintenant que ce serait impossible de faire tomber les compétiteurs en fait. Et du coup, pour bien faire comprendre peut-être aux auditeurs, c'est vraiment vous reproduire en milieu artificiel les conditions de ce que peut vivre un alpiniste. Donc vous avez un casque, vous avez deux piolets et des chaussures avec des crampons. Des chaussures avec des crampons. Vous êtes encordé aussi. On est encordé, effectivement. Heureusement. Parce que il y a des chutes quoi. Il y en a qui prennent énormément de risques et des fois ça arrive qu'on se loupe un peu. Donc et votre but du coup c'est d'aller le plus vite possible pour gravir ça. Et combien de temps ça se fait en moyenne? Par exemple je sais pas, au dernier championnat du monde que vous avez fait, c'était Luna, tu fais quel temps sur l'ascension? Je crois que ça fait 6 minutes 30 à peu près, je crois, à l'ascension. Et je crois que le temps maximum c'était 7 minutes 30. Donc j'ai topé avec 1 minute de marge. Et je dirais que le temps, c'est vraiment quelque chose de plus en plus dans les compétitions. En plus, ça a une valeur très importante. Il y a plusieurs notes, c'est ça? Non, en fait, c'est juste le but, c'est d'arriver le plus haut possible en le moins de temps possible. Donc c'est une course. C'est une course. Mais surtout, la course, elle est d'arriver à grimper ces voies très techniques et très dures, du coup très vite, mais sans faire d'erreur. Parce qu'en fait, plus tu joues la montre, plus tu fais une erreur de placement, une petite erreur de technique, une seconde d'inattention, et bam, t'as zippé, t'es par terre, et voilà quoi. Du coup, il y a des voies, enfin, même par exemple la dernière compétition là que j'ai gagnée en Suisse, 2 fois, je prends des petites zippettes, mon piolet il glisse de la prise, mais ça me fait pas tomber parce que je me rattrape avec l'autre piolet. Mais c'était vraiment à 2 doigts quoi. Enfin, je veux dire, ça se joue à chaque fois à ça quoi. Le fait de courir après le temps, ça amène à faire des erreurs. Et c'est ça qui est vraiment dur, quoi. C'est la prise de risque pour aller chercher la victoire, elle est vraiment dure à gérer. Ok. Et si je me trompe pas, avant la compète, vous n'avez pas le droit de voir le module, c'est ça? Oui, donc vous êtes enfermé, enfin confiné, on va dire. Et après, vous avez quelques minutes pour la voir, l'analyser et ensuite faire votre stratégie et passer, c'est ça? Exactement. En fait, il y a des ouvreurs qui vont ouvrir une voie en mettant les prises là où ils ont envie et voilà. Et puis nous, on arrive le matin avec nos sacs pour la journée et tout ça. Et en gros, on est posés dans une pièce tous ensemble. Et on attend que la compétition soit prête. À ce moment-là, après, on est appelé groupe femmes et groupe hommes séparément avec un temps. En fait, généralement, le temps de grimpe qu'on aura, on a le temps le même pour observer la voie.
Ok. Voilà, à ce moment-là, ça dépend. On a souvent des jumelles ou un petit carnet aussi pour écrire, dessiner un peu des trucs qu'on a vus. On n'a pas le droit de prendre de photos. Et puis ensuite, voilà, on revient dans cette salle et là, dossard par dossard, en fait, tu passes par une salle où tu as le droit de te préparer, grimper, voilà, et ensuite directement tu vas grimper. Et donc en fait, quand tu sors de l'isolation, tu sais absolument pas qui a fait quoi avant toi, où les gens tombent. Quelles sont les erreurs des gens d'avant toi, et du coup généralement quand tu arrives, tu poses le premier pied après avoir grimpé au sol, qu'on te descende la corde, tu sais absolument pas quel est ton résultat en fait, souvent. Donc on a des petites notions, on arrive à regarder un peu les dégaines qui bougent encore par rapport à celles qui sont encore immobiles quand on sort. Donc des fois ça nous donne des petites infos de parce que si on voit était la personne. Ouais, en fait si on voit, juste pour expliquer, c'est si on voit une dégaine bouger, on sait que quand ils ont tiré la corde, ça a fait bouger cette dégaine. Et pas celle du dessus parce qu'il n'y avait pas encore la corde dedans. C'est pour ça qu'il dit que c'est un indice tips. Avec l'expérience, on a des petites notions de certaines infos qui nous aident en fait pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mais est-ce que finalement c'est des infos qui sont vraiment ouais, si c'est utile, ça reste toujours utile. Si tu vois qu'il y a un passage dur et que tu te dis ok, celui d'avant il est tombé à cet endroit-là, ok, ça. Il y a quelque chose là, par exemple, ou alors si la personne, on voit que la dégaine du relais, enfin du top, elle bouge, ça veut dire que la personne a topé. Donc ça veut dire que la voie est topable. Et ça veut dire que pour être devant lui, il faut toper, et en plus de ça, le plus vite possible. Donc en fait, tu vas même changer un peu des stratégies que tu avais prévues potentiellement avant, quoi. Parce que ça arrive souvent dans une compète que personne n'arrive à aller justement monter la voie jusqu'au bout. Au sommet, ouais, ça arrive quand même, ouais. Ça arrive assez souvent. Ok. Ou en général, on arrive toujours très proche, mais des fois à 2 prises de la fin, par exemple, ça peut arriver quand même souvent. C'est pas grave, ça peut être un peu frustrant pour le public ou même pour nous les athlètes, mais c'est un peu le jeu, quoi. Ouais, faut que la difficulté soit parfaitement bien calibrée. Oui, voilà, c'est comme c'est comme en escalade, c'est très dur d'ouvrir des voies parfaites pour des finales ou pour des. Ouais, bien sûr, c'est un métier. Ouais, c'est quand même. On m'a dit d'ailleurs qu'il fallait absolument que je rencontre les ouvreurs d'Arcos parce que c'était des personnalités assez atypiques d'ailleurs. Donc si vous avez le contact, je suis preneur. Tout à fait, ouais, on les connaît. Mais ok, hyper intéressant et moi je connaissais pas du tout, enfin tu vois, autant j'adore, je pense que je suis un peu comme vous, tous les reportages sur les alpinistes et tout, j'adore ça, mais j'avais jamais entendu parler de ce sport. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, qui vous en parle? Du coup on était à Grenoble et en fait on grimpait dans une salle, une des salles connues de Grenoble. Et en fait, il y a un guide de haute montagne qu'on croisait souvent, mais sans savoir en fait qui c'était, qui nous dit mais les gars et tout, bon Luna t'es trop jeune, mais Tristan, il faut que tu viennes avec moi et tout, je t'emmène un jour à la Tour de Champagny, c'est à côté de la Plagne, et puis comme ça tu testes parce que t'as du potentiel, t'as de la force dans les bras et tout. On peut peut-être faire quelque chose de toi, quoi. Et du coup, en fait, il m'a amené là-bas et j'ai fait ma première voie sur la Tour de glace de Champagny. Et à partir de là, j'ai intégré l'équipe jeune, l'équipe nationale jeune de cascade, quoi. Et puis, de fil en aiguille, la fédération qui nous a un peu, on va dire, qui a investi sur les nouveaux jeunes qui étaient en train d'arriver. Et doucement, voilà, on a fait nos premières compètes, les premiers championnats du monde jeune, tout ça. Voilà, en gros, c'est ça. Et en fait, on sait pas trop, mais il y a pas mal de forts alpinistes. Notamment par exemple le nom le plus connu généralement c'est Uli Steck. Peut-être tu vois, c'était un recordman qui faisait des ascensions éclairs un peu, qui détient beaucoup de records. Et notamment ce grand monsieur, lui il est passé par les coupes du monde de cascade de glace en fait. Et on le sait pas trop, mais ça a été une période de sa vie, quoi, en fait. Et donc il y a beaucoup d'alpinistes qui sont passés par là. Voilà, des très très forts, Tom Ballard, des gens comme ça, ils faisaient les compètes avec nous aussi. Ok, génial. Et qu'est-ce qu'ils font qu'ils reviennent après sur l'alpinisme, j'ai envie de dire réel, non c'est pas le mot, mais c'est quoi? C'est l'appel de la montagne, c'est l'appel de vouloir, de se dire maintenant, bon, les trucs durs sur 25 mètres, c'est bien, mais j'ai envie de faire des trucs durs sur 300 mètres, par exemple. C'est peut-être pour les sponsors, les marques aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le transfert. Qui est un peu. Je pense que toutes les raisons que t'as énoncées peuvent être vraies. Je pense que ça dépendra du cas de chacun. Mais je pense une raison qui me semble aussi bonne, c'est que quand même
la montagne, l'alpinisme, un peu, c'est l'essence du truc, du sport et tout. Et que je pense qu'il y a certains alpinistes qui ont pu faire une étape de leur vie à faire des compétitions de cascade de glace, juste dans le but d'avoir une motivation pour s'entraîner, pour progresser. Et voilà, en fait, pas grand chose de plus. Et juste de se servir de ça pour arriver à progresser vraiment dans un domaine. Ouais, je vois. Ça, je pense que ça peut être aussi. Nous, on le voit dans un sens comme ça aussi. On sait que là, on fait les compétitions. On a le bon âge pour être compétiteur. Le bon âge pour y être et ça nous permet de vraiment nous repousser. Et par contre, on sait que voilà, toutes les compétences qu'on est en train d'acquérir sur les compétitions, avec toute cette gestuelle, tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on pourra utiliser derrière en montagne. Et voilà, il y a aussi un truc. Tout à l'heure, là, quand on discutait de la sécurité, c'est vrai que la difficulté en cascade de glace en extérieur, au bout d'un moment, c'est plus possible de la quantifier sans y ajouter une cotation d'engagement. Et donc, en fait, c'est-à-dire que pour un moment que ça devienne plus dur, les cascades, elles sont de plus en plus fines. Et du coup, on y donne une cotation engagement qui fait que, telle cascade, si tu tombes, il n'y a pas de protection pour te retenir parce que la glace est tellement fine que de toute façon, tu tomberas avec tout, quoi. Donc, voilà. En fait, en compétition, comme ils peuvent pas en arriver à engager l'intégrité physique des athlètes, et du coup, ils se sont mis à trouver des solutions, en fait, pour que ça devienne plus dur. Mais l'intérêt d'être, nous, ce qu'on y voit aussi, c'est d'avoir fait toutes ces compètes, tout ça, ça nous donne une marge physique et technique qui fait que derrière, en montagne, on a un sentiment de sécurité quand même. Ouais. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup d'alpinistes qui l'ont aussi utilisé pour ça, en fait, d'être tellement au-dessus physiquement, de par leur qualité, que derrière, quand ils allaient en montagne, faire des grandes ascensions ou quoi, en fait, ils étaient un peu sereins. Ça te permet de tenter des trucs que tu pourrais pas tenter en montagne, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut juste ajouter avec l'expérience nécessaire à faire de la montagne et de l'alpinisme, un peu le transfert des techniques, parce que c'est pas exactement la même chose. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une aide énorme. Enfin, c'est de l'expérience. Je pense que c'est assez incroyable. Nous, plus tard, je sais pas, je me dis quand on arrêtera la compétition et qu'on s'investira encore beaucoup plus dans l'alpinisme et tout, je pense qu'il y a moyen qu'on se surprenne quand même. Il y a moyen de faire des trucs cool, là, je pense. Ouais, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous avez encore le temps, mais tu vois, quand je vois Liv Sansoz, tu vois, qui fait encore des trucs de malade. Je crois qu'elle a un peu plus de 40 ans, tu vois. C'est dingue, quoi. Et elle, effectivement, aussi, elle est aussi passée par l'escalade et tout, quoi. Donc ouais, je vous le souhaite. C'est super cool. Et comment elle est structurée, la Fédé, parce que enfin, si vous pouvez expliquer un peu à quoi elle sert, et d'ailleurs qu'on les remercie au passage. Parce que c'est pas une fédération de sport, c'est une fédération de clubs alpins. Il y a d'autres sports, du coup, dedans, c'est que l'alpinisme, ou il y a peut-être d'autres sports qui sont mêlés avec vous Ouais, en fait, c'est une fédération qui va gérer déjà principalement tous les refuges de France, quasiment. Okay. Tous les refuges d'altitude de France, c'est eux qui les gèrent. Wow, okay, donc ça, c'est du tout. Ouais, ça c'est une des grosses parties. Grâce à eux, en fait, on a des refuges, sur le massif du Mont Blanc, dans les Écrins, tout ça. Et sur les GR aussi, peut-être alors les GR, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient au CAF. Généralement, ça c'est des refuges de moyenne montagne. C'est pas forcément géré pareil. Ok, d'accord. Mais tous les refuges, qui vont être vraiment pour les alpinistes, et notamment une partie pour la moyenne montagne, c'est eux aussi, mais tous les refuges qui sont ultra durs d'accès, tout ça là, c'est dans les Alpes, dans les Pyrénées, c'est énorme. Donc ça, c'est une des parties qu'ils gèrent, et puis après ils gèrent pas mal de trucs sur d'autres sports, la raquette, la randonnée, tous ces trucs là. Et donc ils ont une partie sur la compétition d'escalade sur glace, c'est eux qui. Et même aussi l'escalade en milieu naturel, l'alpinisme. Ils ont beaucoup quand même développé chez les jeunes, des équipes jeunes. Pour l'alpinisme, pour l'escalade, tout ça. Nous, on a quand même fait beaucoup d'équipes pour ce... Enfin c'est là un peu qu'on a débuté l'alpinisme dans les équipes jeunes FFCAM. L'escalade, on était dans le groupe Espoir Isère où on faisait des stages aussi en falaise et tout ça. Ça a été super, hein. C'était quand même une chance. Et maintenant, ils développent aussi beaucoup de groupes féminins. Je crois qu'il y en a 8 ou 11 groupes féminins de montagne maintenant à la FFCAM. Donc, ce qui est quand même vraiment cool aussi, quoi. Ouais, je suis encore en train de discuter avec Alexandra pour voir si on peut pas faire quelque chose à ce sujet-là, effectivement, parce que ça reste un milieu un peu masculin, un peu casse-cou, donc effectivement, il faut qu'il y ait
des blocages psychologiques peut-être qui se passent et ça passe par du temps et de l'éducation. Mais du coup, vous êtes, si je comprends bien, c'est un des seuls sports avec des compètes. Au sein de cette fédération, on est le seul sport où il y a de la compétition. Ok, donc vous êtes vraiment les athlètes vitrines de cette la fédé. Ouais. Ok. Et donc, c'est eux qui nous permettent d'avoir accès à la structure de Champagne-en-Vanoise, qui est quand même vraiment unique en Europe. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a de si unique ? C'est la colonne ? En fait, c'est une structure qui est impressionnante. Elle a 3 pieds et une structure au-dessus des 3 pieds, en fait. Et elle est énormément glacée. Et c'est le seul endroit en Europe où tu peux trouver de la glace déversante. C'est-à-dire qu'il y a un pan qui a 45% de dévers, 45 degrés de dévers, pardon, et qui est en glacé. Donc c'est hallucinant de grimper dans un dévers de glace, quoi. Mais d'ailleurs, je me pose la question là, comment physiquement c'est possible ? Et ben en fait, c'est les gens qui gèrent ça là-haut. Naturellement, je veux dire. Naturellement, ça existe très peu. Il y a un endroit au Canada, qui s'appelle Emken Fall, où en fait ça fonctionne. C'est une grosse cascade qui s'écrase sur le sol et toute la brume en fait qui se dégage de l'impact de l'eau, remonte, se colle contre les parois et gèle en même temps. Et en fait, ça fait de la glace posée sur le mur. Et en fait, le principe, c'est un peu le même. Ils le font avec des canons à neige qui modifient un peu et ils englacent la tour avec ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, c'est ouf. C'est incroyable. Et puis je savais pas qu'on avait fait ça en France. Même pour l'initiation, il y a aussi beaucoup d'initiation avec des guides de haute montagne et tout sur cette tour. Et c'est une chance de pouvoir faire de la cascade de glace aussi aseptisée, du coup en minimisant vraiment tous les risques, voilà. Ouais. Et c'est super pour la découverte de tous les gens à faire cette discipline, c'est vraiment bien. Ouais, mais c'est super agréable. C'est top, c'est clair. Mais en tout cas, ils font du bon boulot puisque vous êtes là aujourd'hui et en plus des super ambassadeurs avec récemment un trophée, parce que du coup, toi, Luna, t'as eu le titre de champion du monde l'année dernière. Alors, je sais pas comment ça s'est passé en 2020, j'ai rien trouvé. Je pense qu'il y avait rien du tout. Mais du coup, t'as été champion du monde du coup l'année dernière. Du coup, c'est pas techniquement, je te reprends, c'est pas champion du monde. Okay. J'ai gagné le classement général des coupes du monde. Ok. Et deux coupes. En fait, j'ai gagné 2 coupes du monde qui m'ont permis de remporter le classement général. C'est encore mieux. on peut le voir comme ça, ouais. C'est encore plus. C'était censé être cette année, les championnats du monde. En fait. Okay. Avant, j'ai été plusieurs fois champion du monde jeune, mais en senior, c'était. Je suis devenu le plus jeune à avoir jamais gagné une coupe du monde cette année. Et du coup, le général, bien évidemment. Ok. Avec. Ouf. Et ça a pas. Enfin, je veux dire, comment ça. C'est tout. Enfin, t'es ultra jeune. Tu vois, alors que l'alpinisme, c'est plutôt un sport où effectivement, il faut de l'expérience, gagner aussi un peu en force et tout. Enfin, comment ils te voyaient les autres participants sur le parcours, parce que c'est ta première compète en adulte avec les seniors. Non, pas du tout. En fait, ça fait 3 ans déjà que je suis sur le circuit senior aussi. Donc les premières années, j'étais vraiment tout jeune, petit à petit quelques bonnes performances, jusqu'à, je crois, top 10 la première année ou la deuxième année. La deuxième année, ouais, top 10. Et donc c'était déjà assez bien, mais bon, c'est quand même les 10 premières places, c'est les plus durs à prendre. Donc voilà, et puis après l'année d'après, il y a 2 ans du coup, j'ai fait 3e en Coupe du Monde. Donc ça se rapprochait quand même, c'était le premier podium, c'était déjà beau. Mais voilà, cette année-là, juste l'année dernière, ça a été quand même assez incroyable. C'était un peu une progression que j'attendais. J'y allais pour gagner une Coupe du Monde cette année. Okay. Mais gagner les 2 et remporter le général, du coup, c'était quand même presque trop beau, quoi. Okay. Mais je pense que la discipline était quand même masterisée par les Russes depuis un nombre d'années. En fait, au début, les Français étaient très bons du temps de Daniel Dulac et tout ça dans les années 2000. Donc là, il y a eu des titres un peu qui ont été remportés par les Français. Et puis ensuite, ça s'est un peu, on va dire, calmé. Et les Russes ont vraiment dominé complètement le circuit. Et je me rappelle bien des premières années où on est un peu arrivé sur le circuit. Ils nous ont vu grimper, les Russes, là. Et je me rappelle de 2-3 Russes qui étaient on va pas dire en fin de carrière, mais qui commençaient à avoir passé un peu de temps sur le circuit, qui étaient venus nous voir sur une fin de compétition. Je me rappelle de ça, Alexei Dengin, qui vient nous voir un peu bourré, parce que bon, les Russes, fin de compétition, ils sont vite bourrés. et il vient nous prendre comme ça, puis il essaie de nous parler un peu d'anglais, et il nous disait, c'est bien les jeunes, vous êtes l'avenir du sport, faut qu'on se méfie, vous allez vite nous manger.
Ok. Et, c'est marrant qu'ils disent ça. et c'était rigolo, c'était incroyable pour nous. Tu vois, parce que c'était des grands champions, quoi. Et qui viennent nous voir spécialement comme ça et nous disent qu'ils nous surveillaient parce qu'on allait leur manger les places. C'était assez incroyable. Et c'est vrai que du coup, ça a vite été le cas d'année en année. On arrivait sur le circuit avec de plus en plus de confiance. Il y a eu quand même deux, trois petits hold-up. Des fois, il suffit de rien pour se motiver à l'intérieur, ne serait-ce que battre telle personne durant des qualifs ou pendant une plus petite compète qui a moins d'importance. Personnellement, tu sais que tu en es capable et tu te dis, j'attends le bon moment, mais je sais que ça va se passer, quoi. mais ouais. Ouais, trop cool. Et du coup, ça fait quoi au grand frère là, de voir Ah, c'était incroyable. Ouais. Ah, moi, j'ai chialé. Hein. Concrètement, j'ai chialé. Non, c'était fou. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on s'entraîne toute l'année ensemble. Et donc, on est là tout le temps pour... on connaît en fait le vrai niveau de chacun, on le connaît par cœur. On sait exactement de quoi on est capable. Donc, c'est beau de voir là en Suisse, il a fait le run de sa vie. Enfin, jusqu'à présent, c'était le run de sa vie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il était bon comme d'habitude, mais en mieux, quoi. Enfin, tu vois, il a juste grimpé vraiment vraiment ouf. Ok. Ouais. Et du coup, c'était trop beau parce que il méritait le général et tout. Donc c'était incroyable. Puis c'est beau de voir tant d'années d'efforts et tout. Parce que nos premières années, quand on est arrivé, on s'est investi énormément. C'est-à-dire qu'on on habitait au-dessus de Valouise, là, et on avait un pan dans le grenier. Et en fait, vraiment, on était devenus des hamsters, quoi. On tournait dans le pan toute la journée. C'était débile, la quantité d'entraînement. Aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on soit capable de refaire ça. Parce que c'était trop intense. Je me rappelle 2-3 fois rentrer du 2e ou 3e entraînement de la journée, se poser dans la cuisine sur le sol froid et s'évanouir un instant comme ça. Là, on a vraiment beaucoup donné pendant cette période et aujourd'hui on s'entraîne un peu différemment, donc c'est plus pareil, mais c'est beau de voir. C'était vraiment beau de voir que ça a marché, quoi. Ok. Toutes les petites victoires qu'on avait eues avant, elles étaient déjà incroyables, mais celle-là, c'était mythique. C'est cette course là, c'est dans l'espèce de parking là. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est exceptionnel. Franchement, il faut aller regarder parce que effectivement vous ça devait être. Puis il faut surtout y être. Et parce que l'ambiance en vrai est incroyable. Ouais. Déjà il fait froid donc ça rajoute un petit côté un peu. Enfin ça met une ambiance, quoi. Et puis il y a quand même pas mal de spectateurs parce que du coup c'est un festival en même temps de musique et tout. Et puis voilà. Toute l'ambiance est incroyable. Et puis après, il y a une soirée aussi qui est juste folle sous la structure. Il y a une boîte de nuit sous la structure là avec les Russes et tout. Et c'est l'ambiance générale du truc. Il faut y être pour comprendre ça. Ok. Et ça, c'est tous les ans. Enfin, sauf en ce moment, mais parce que il est censé avoir une étape de Coupe d'Europe. Ce que tu me dis là, ça me dit bien, tu vois. Musique, voir des athlètes, ambiance et tout, ça me dit bien. Ouais. On t'enverra la date. Ok. Écoutez, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Je vais vous recontacter pour ça, mais écoute, écoutez, vachement chouette. Et je me demandais aussi à quel moment vous avez décidé de communiquer un peu ensemble. Parce que là, du coup, toutes vos communications, vous essayez de les faire ensemble. Quand on s'est appelé, Luna, tu m'as tout de suite dit j'aimerais bien que ça se fasse avec Tristan, mon frère et tout. Et qu'est-ce que... quel est le choix un petit peu que vous avez eu derrière ça ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ? C'est quoi le storytelling là derrière tout ça ? Et où est-ce qu'on va surtout ? Où est-ce que vous nous emmenez ? Je pense que c'était une évidence. Franchement, c'était vraiment une évidence. Parce que au jour d'aujourd'hui, on se voit comme une équipe, vraiment, tu vois, une petite auto-entreprise. Et se gérer à deux, ça facilite quand même tout. Et même, par exemple, communiquer à deux, c'est un peu... c'est une évidence parce que pour nous, quand il y en a un qui fait une victoire, c'est tout aussi beau que ce soit l'un ou l'autre, quoi. Je veux dire, voilà, l'autre aura déjà tous les bénéfices de cette victoire. Et surtout, c'est lui qui a travaillé aussi tout pareil pour cette victoire. Parce que, je veux dire, cette année, par exemple, Tristan, à la première Coupe du Monde, il fait 4e. Il revient de blessure. C'était une performance assez incroyable. Ouais. Et comment dire, il y serait jamais arrivé sans moi. Mais je gagne cette compétition, donc la com a été faite un peu plus sur moi.
mais c'est nous. Enfin, je veux dire, il y a aucune On différence. n'en serait pas là l'un sans l'autre. Voilà, on donc, n'en serait pas là, on c'est n'arriverait pas à se pousser à ce niveau-là sans. Enfin, l'un sans l'autre, c'est une de nos plus grosses forces, c'est sûr. Donc pour nous, c'est une évidence. Et Bah, de par définition, ça semblait idiot aussi de communiquer séparément sur des choses qu'on faisait toujours ensemble. Donc, dans tous les cas, ça semblait pas très intelligent. Et je pense qu'on a été quand même pas mal inspiré aussi par des fratries d'alpinistes, comme les frères Pou ou les frères Huber. C'était quand même des bonnes sources ou d'inspiration. même les frères Tomilov dans les compétitions de cascade de glace, qui étaient les deux frères, les deux frères machines de guerre imbattables. quand on est arrivé dans le circuit. Ok. Donc, je pense que ça avait un peu un intérêt là-dessus. Et je pense que c'est cool le côté fratrie de communiquer là-dessus. Je pense que c'est hyper, Ouais, puis hyper chouette. ça fait partie de vous, quoi. Quand Ouais. on entend votre histoire, votre enfance et tout, Ouais. c'est sûr que ça paraît effectivement stupide de communiquer Ouais. différemment, quoi. Puis les Et gens ouais. ils nous appellent les frères là-devant, alors ça marche comme ça au final. Puis maintenant, ouais, C'est tellement. c'est un bon truc marketing, hein, je pense, à la on longue. commence. Ouais. Ouais, Presque tout à à fait. être surpris des fois quand des gens sur la falaise en reconnaissent qu'un de nous ou ne sont même pas au courant que l'un fait la même chose ou quoi. On est un peu, si, bien sûr. Enfin, c'est C'est logique. Ok, ouais, bah, j'imagine. Et il y a les frères Maïwan aussi sur Bloc qui font. Ouais. Qui font de l'escalade, qui vont au JO. Ouais. qui vont au jeu. Ouais. Les deux vont au jeu, je crois. Ouais, les deux, ouais. Ça c'est incroyable, c'est beau. hein. c'était assez beau, ouais. C'est Ouais. très très beau. Bah, ouais, on est effectivement. fiers de faire partie de la team Arcos aussi avec eux. Ouais. Et ouais, c'est incroyable qu'ils aient réussi à tous les deux se qualifier. C'est magnifique. Ouais, L'histoire ouais, entre carrément. frères, elle doit être incroyable. Ouais, bah franchement c'est clair. Mais j'aimerais bien les avoir d'ailleurs. Je sais qu'il y en a un qui était passé sur un autre podcast et il faut que j'essaye de les avoir, de les attraper, quoi. Mais ils sont souvent à Grenoble, je crois, sur au pôle. Donc Ouais, avant, ouais. Ouais. Entre ça, Varon, lui, la il est- Guadeloupe, je crois. Ouais. Nouvelle-Calédonie. Ouais, Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, Nouvelle-Calédonie. Pardon. Ouais. Effectivement, il y a toute une partie de l'équipe qui s'entraîne Ouais. là-bas. Donc bon, faut que je me débrouille, faut que j'essaye de les voir. Vous avez parlé tu viens de parler d'Arcos justement et du fait que vous essayez de plus en plus de communiquer sur le côté impact alors tu l'as formulé en disant que vous voulez être des athlètes à impact positif. Tout à fait. Alors je sais pas si c'est la bonne terminologie, mais Ouais. du coup, est-ce que tu peux détailler un petit peu ce que vous avez mis en place, quelle est votre vision par rapport à ça et qu'est-ce que vous concrètement, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, on est un peu justement, on est accompagné par Arcos et on a un peu avancé avec eux là-dessus, dans le fait où nous, en fait, depuis qu'on est jeunes, on a justement un peu la différence dont on parlait au début du podcast. Ouais. On a vécu avec une différence et quand on était jeunes, c'est vrai que des fois, ça a été compliqué, voire presque douloureux. Des fois, cette différence, elle n'est pas forcément acceptée par les autres. Et donc, on en avait presque un peu honte, on va dire. On mange bio depuis qu'on est tout petit, végétarien depuis qu'on est tout petit. On a une vision très écologique sans forcément. On a une vision très écologique de la vie, d'être très proche de la nature et tout ça. Et on en avait un peu honte en soi. Et je pense que Arcos, ils nous ont pas mal aidés de nous rendre compte qu'en fait, non, c'est une de nos plus grosses forces et qu'on en était honteux et qu'on en avait peur. Et en fait, de dire, non. C'est juste incroyable ça, il faut absolument l'utiliser et que vous puissiez en faire quelque chose. Et nous, c'est vrai que dans l'idée, c'était un peu pour l'instant, voilà, on n'a pas encore une grande voix, on n'est pas des athlètes ultra connus, on a encore beaucoup de choses à prouver et tout. Et en fait, ils nous ont un peu dit, non, même maintenant, ça peut être à vous de quand même mettre une bille là-dessus. Et donc on s'est pas mal investi, on est les premiers athlètes français du 1% pour la planète. Ok. Voilà. Tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les auditeurs qui connaissent pas? Du coup, c'est une association qui met en relation en fait des entrepreneurs, des entreprises, et qui les met en relation avec d'autres associations qui ont des objectifs dans l'écologie, l'alimentation, tous ces domaines un peu pour rendre quelque chose en fait à la planète, Ouais. à tout le monde. Et l'idée c'est que les entreprises donnent 1% de leur chiffre d'affaires et qu'elle est ensuite redistribuée soit à l'association de leur choix, soit c'est le 1% qui décide où elle les met. Voilà. Ok. Donc vous avez fait le choix de donner 1%. Ouais, de votre chiffre Et d'affaires. d'être Et après- d'être aussi ambassadeur avec eux, quoi.
Ouais. Et donc, on a choisi, nous, notre cheval de bataille, ça a toujours été un peu l'alimentation. Et du coup, on s'est associé avec Assiette Végétale qui, en fait, se bat pour avoir des repas végétariens, des options végétariennes dans les restaurations collectives, que ce soit en entreprise, c'est clair, dans les collèges, les lycées. Nous, c'est vraiment ce côté collège, lycée, école, tout ça qu'on trouve important, même à l'université. Que la nouvelle génération soit plus informée, plus au courant, plus... Voilà, nous, on mange végétarien depuis qu'on est tout petit. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment végétarien parce que notre mode de vie, il est trop complexe. Voilà, on est souvent en voyage dans des pays où il n'y a pas forcément le choix, tous ces trucs-là. Donc, on est flexivore aujourd'hui, on dit. Ouais. C'est le nouveau mot à la mode, un peu, mais... Donc voilà, on mange jamais de viande. C'est le mot des gens qui veulent se donner bonne conscience, tu vois. Exactement, c'est ça. Mais nous, c'est flexivore plus proche du végétarien, voilà. Ouais, non mais c'est moi enfin tu vois, je suis moi-même effectivement à essayer de limiter au maximum ma consommation de viande et de poisson. Tu vois, j'ai même été vegan pendant quasiment 1 an. Et effectivement, je me moque un peu de mes copains qui disent je suis flexitarien. Tu vois, pour se dire j'achète plus de saucissons, mais bon, si y en a qui traînent pendant l'apéro, je vais le manger. Je vais le manger, tu vois. Donc non, mais du coup, je comprends très bien et mais voilà, on est plus flexivore par réalité que voilà, dans la société d'aujourd'hui, mine de rien, l'alimentation, c'est quand même une notion qui est ultra, importante socialement, en fait. Parce que voilà, t'es dans un dîner d'affaires avec une entreprise ou quoi, t'es pas forcément dans un endroit où il y a un menu végétarien. Pour ça, en fait. Tu peux pas forcément te faire remarquer, ou alors des fois, ça peut être très bon pour toi, mais souvent, c'est quand même compliqué. Voilà, il y a des pays où c'est très très compliqué de pas manger de viande. Tu risques de pas manger grand chose, quoi. Donc voilà, nous c'est un peu par ce truc-là qu'on est flexivore. Et voilà, donc on est fiers aujourd'hui d'utiliser tout ce background qu'on avait quand on était jeune, toute cette éducation qu'on a eue, d'essayer d'utiliser pour avoir un impact positif et plus faire que de la consommation, mais rendre quelque chose en fait. Et vous avez fait des OP de com justement autour de, je sais pas, avec Assiette Végétale ou avec là on est vous êtes en train d'y bosser? Ouais, exactement. On est en train de lancer c'est le lancement, donc on est des campagnes avec Assiette Végétale et tout ça là. Trop cool. Voilà. OK. On est dessus. C'est en cours. Bah écoutez, trop bien. Je leur ai écrit un petit message pour leur dire qu'on leur passe le bonjour, mais trop cool mais c'est la première fois, enfin c'est une des premières fois que j'en parle, tu vois, sur ce podcast là. Et déjà pour avoir écouté le médecin de l'équipe de France de football en 98. Donc c'est quand même il y a 22 ans, avec une équipe qui est championne du monde. L'année de ma naissance quand même. Et ça me rajeunit toujours pas. mais il disait que déjà à l'époque, on savait que pour les athlètes de haut niveau, il fallait limiter à fond la viande rouge, qu'il fallait faire super gaffe et tout. Et même les produits laitiers avant le sport, essayer de limiter et tout. Et j'ai l'impression qu'on a quasiment pas évolué en fait, qu'il n'y a pas eu de gros changements et effectivement, tu vois, il y a tout un espèce de comme tu l'as dit, tu vois, comment dire, d'a priori, tu vois, sur le végétarisme ou même le véganisme qui est hyper je trouve réducteur et c'est là où je pense on a notre petit rôle à jouer dans des associations comme Assiette Végétale par exemple. C'est que nous on a une voix de sportif, on a une voix que quelqu'un de lambda qui pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir assez de protéines avec des lentilles par exemple, et qui nous voit grimper dans des trucs impressionnants, peut-être qu'il va se dire peut-être que je sais pas, j'ai pas les connaissances nécessaires pour tout comprendre ou quoi. Enfin, malheureusement, on a peut-être plus de voix que d'autres personnes qui vont en parler. Ouais, bien sûr. Donc c'est ce qu'on se dit, voilà, avec notre image et ce qu'on prouve en fait avec l'image de ce qu'on fait. C'est peut-être la bille qu'on a à jouer de soutenir ça. Et je pense que tous les autres sportifs peuvent jouer, on s'est rendu un peu compte qu'aujourd'hui le sportif en France, il avait un peu perdu de son pouvoir dans un sens. C'est-à-dire que il y a eu un moment où voilà, le sportif c'était le héros, le héros, le dieu. Ensuite, pendant la guerre froide, ça a carrément été une arme de combat, un peu au final idéologique, tout ça. Pour se taper dessus sans utiliser les armes. Et aujourd'hui, le sportif, il a un peu, dans un sens, perdu un intérêt.
Et nous, on le voit parce que au niveau financier, il y a beaucoup de sportifs qui galèrent en fait à en vivre. Et c'est parce qu'il n'y a pas trop de missions à côté de juste réaliser de la performance. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, les sportifs, ils ont besoin de se trouver une mission. Et c'est de là que je parle d'impact positif. C'est qu'un sportif, pour moi, il doit avoir un impact positif maintenant. Ouais. Parce que, voilà, de par sa notoriété et tout ça, il peut apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la transition écologique, le grand mot, on va dire, de sauver la planète, toutes ces notions-là, je pense que ça peut être un des grands chevals de combat du sport, quoi. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Et je pense que c'est important de... Mais c'est vrai que ouais, ça pourrait être effectivement des super bons porte-voix, tu vois, et même l'olympisme, si tu regardes les valeurs, il y a pas mal de valeurs. Et c'est pas ces valeurs-là, mais c'est assez similaire, tu vois. Donc il y a peut-être il y a effectivement des choses. Mais ok, très cool. Très très cool. Je vous mettrai en relation avec mon ami Brian, que maintenant les auditeurs connaissent très bien. Salut Brian. Et parce que effectivement c'est un truc sur lequel il s'engage pas mal, et il échange beaucoup avec beaucoup d'assos, et il place beaucoup justement d'athlètes pour les faire communiquer, et aussi pas les faire communiquer que autour du sport, mais qu'ils arrivent justement à s'engager sur d'autres sujets, d'autres verticales, et qui concernent un peu plus les entreprises, tu vois. Donc et la mission, ça correspond bien à ça. Et du coup, mini question, parce que vous en avez parlé par rapport à comment est-ce qu'on en vit de tout ça, et comment est-ce qu'aujourd'hui vous organisez votre emploi du temps, quelles sont peut-être les marques que vous soutiennent, qu'est-ce que vous avez mis en place pour petit à petit pouvoir vous y retrouver. Je sais que c'est une question parfois un peu compliquée, un peu tabou dans le sport, et déjà comment je peux vous aider. Ça, c'est une petite question, et comment qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place petit à petit. Vous êtes encore jeune, donc et vous avez l'air d'avoir bien mis le pied à l'étrier, mais comment nous aider? Déjà, malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup Instagram. Ça, c'est sûr que ça, mine de rien, ça a beaucoup de poids par rapport aux marques. C'est fou, et tout ça. C'est hallucinant. J'en parlais avec Pierre-Ambroise Bosch, justement, qui ne poste plus sur les réseaux sociaux parce qu'il déteste ça. Ouais. Il est champion du monde sur 800 mètres. Le mec a fait le plateau télé et tout. Et ouais, il a perdu quasiment tout. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il a perdu quasiment tout, quoi, juste parce qu'il ne poste plus, quoi. C'est un truc de fou. Okay. Ça dirige un peu notre sport et notre métier, je pense, en fait. Et du coup, c'est sûr que pour nous aider, une grosse partie, c'est de montrer qu'il y a du monde qui nous soutient, qui croit en ce qu'on fait, qui est intéressé par ce qu'on fait. Donc Instagram, voilà, déjà, les frères là devant. Go. Et puis après, ouais, c'est pas évident. C'est depuis pas très longtemps qu'on commence à se dire que ça peut fonctionner. Ouais. Bon, d'en vivre. Et on remercie du coup, toutes les marques qui nous aident. Donc il y en a pas mal, dans un peu plein de domaines. Ouais. Et ce qui est pas facile, c'est d'arriver à sortir du milieu du sport, en fait. Ok. Parce que l'argent, il est quand même pas mal là. Il est en dehors du milieu du sport. Ah, ça c'est clair. Ouais. Et c'est pas facile d'arriver à avoir les contacts, tous ces trucs-là. C'est du boulot, quoi. Ouais. Nous, je pense qu'on s'entraîne. On disait tout à l'heure dans le train, on essaie de calculer un peu. On s'entraîne, je pense, entre 20 et 35 heures par semaine, suivant les périodes, suivant ce que tu comptabilises là-dedans, quoi. C'est fou. Ouais. Ok. Mais et encore ça peut être. Il y a des périodes où on va être peut-être même plus que ça, parce que quand t'es. Ça dépend dehors, comment tu le calcules, mais quand t'es dehors, en fait, les journées elles passent à des vitesses hallucinantes, et t'es vite beaucoup de temps là-dedans. Et je pense qu'une grosse partie du temps qui est à côté de ça, c'est faire des mails, du démarchage. Il y en a sans arrêt, c'est interminable. Mais c'est un boulot d'auto-entrepreneur. Hein. Je pense que tu dois le. Court, hein, oui, mais tu dois bien le connaître. Hein. Clairement. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est l'envers du décor. En fait, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas forcément compte de ce qu'on fait, et c'est toujours un peu mais vous êtes des branleurs. Vous vous entraînez, puis c'est tout, mais en fait, c'est hallucinant le travail que tu passes, le temps que tu passes derrière ton ordinateur. Ou des fois, vous vous levez à 10h. Non. Mais du coup, nous, notre vie maintenant, elle est vraiment organisée depuis les quelques dernières années autour de nos sports, en fait, plutôt. Ouais.
et où suivant les périodes de l'année, tout est quand même vraiment calculé autour de ça. Et donc ensuite, par exemple, il y a des périodes où on va, comme je disais, on va gagner sur des bonnes nuits de sommeil, se lever à 10 heures, aller s'entraîner, et puis moins faire des choses à côté, par exemple, parce qu'on n'aura pas trop l'énergie ou plus du tout la motivation. Et puis il y a d'autres périodes où on va plus bosser justement pour tout ce qui est démarches administratives, tout ça. Ouais. Et puis il y a des périodes où on va être vraiment beaucoup dehors, passer du temps à faire des courses en montagne, des journées en falaise, aller voler en parapente ou n'importe quoi. Et tout ça est très organisé. C'est la priorité en fait. Tous nos sports, ça reste la priorité maintenant sur toute notre vie. Bien sûr, ouais. Donc tout est organisé en fonction de ça. Ouais. Pour nous, c'est vraiment ça. Pour que ce soit le plus efficace possible, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr qu'on se rend pas compte, mais déjà, effectivement, tu dois t'entraîner comme un dingue. Surtout que vous, c'est un sport où tu chômes pas. Enfin, quand on voit votre prépa physique, ça a l'air bien costaud. Donc il y a ça. Alors que tu vois, il y a d'autres sports où tu t'entraînes 1 heure, 2 heures par jour. Hein, et il y en a plein. Mais il y a des sports où t'es obligé de te faire au moins 5 heures, 5 heures par jour, 6 heures, enfin 6 fois dans la semaine, et ça fait partie du jeu. Et en plus de ça, effectivement, faut que tu commences à créer du contenu pour ta communauté. Ta notoriété, et puis en plus faut que tu cales toutes tes campagnes avec les marques, faut les démarcher, leur vendre, leur faire la propale, brainstormer le truc, faire le brief. Enfin, tu vois, des fois ça prend un temps fou, quoi. Ça prend un temps de dingue. Mais on s'en reparle juste après, peut-être que ça intéresse peut-être un peu moins les auditeurs, mais et puis le temps passe pas mal. Mais en tout cas c'est bien que vous en parliez et que vous dites de manière assez ouverte. Mais ça a été un choix qui a été pas facile, dans un sens, parce que du coup pour pouvoir faire tout ça, on s'est dit qu'en fait on allait arrêter nos études, donc en fait on n'a pas été plus loin, quoi. Et parce qu'on s'est dit, si nous on a été éduqués dans cette idée-là de dire, quand tu veux quelque chose, soit tu donnes tout et t'y vas, soit ça sert pas vraiment à quelque chose d'y aller à 50%. Et du coup si tu veux pouvoir rentrer tout ça dans une journée, tu peux pas faire d'études à côté, ça rentre pas, quoi. C'est clair. Du coup il y a eu un peu ce défi là, quoi, de dire est-ce qu'on en est capable, et on va voir, quoi. On va voir où on va. Ok. Et c'est quoi vos objectifs là, du coup, pour les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent? Il y a un titre qu'on n'a pas. C'est le titre du coup de champion du monde senior, qui normalement aurait dû jouer cette année. Voilà. Du coup, qu'on redécale. Sûrement l'année prochaine. Ok. Donc voilà, ça c'est un titre assez important. Ensuite, en fait, du coup, on essaye de jouer un peu sur la pluridisciplinarité. Donc on a un peu des objectifs différents dans chaque discipline. Donc en compétition de cascade de glace, ça va être ça. En escalade, par exemple, ça va être de réaliser des voies dans le 9e degré, pour ceux qui connaissent. De réaliser des projets en grande voie extrême qu'on a en 8B+, 8C peut-être, voilà. Des choses qui nous tiennent à cœur comme ça, mais qui parleront pas forcément aux auditeurs. Mais c'est de continuer à progresser, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis en alpinisme, on a une expé là, qui était prévue du coup l'été dernier, puis qui a pas pu se faire avec l'histoire du Covid et tout ça, de faire un big wall au Kyrgyzstan. Ok. Ouvrir un big wall, répéter un big wall au Kyrgyzstan. Et du coup, par exemple, on avait monté le projet d'ouvrir une ferme de spiruline dans le dernier village qu'on allait traverser. Ok. Du coup, c'était un peu l'idée dont on parlait tout à l'heure, tu vois, d'avoir un effet de rendre quelque chose, tu vois, d'aider une communauté qui a un peu, qui galère avec la malnutrition et tout ça. De leur apporter un outil qu'ils ont peut-être pas, et de leur donner l'option d'en faire quelque chose. Ouais. Nous, on leur apporte ça et ils voient ce qu'ils en font. Cool. Voilà, des objets comme ça, et pourquoi pas même un jour dans le futur un peu plus lointain, le piolet d'or, c'est quelque chose aussi qui nous fait rêver. Obtenir un piolet d'or, que ce soit pour une ascension ou un piolet d'or de carrière, ou je sais pas trop, mais c'est un truc. Comment c'est choisi ça déjà? C'est une nomination un peu comme aux Oscars, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu les Oscars de l'alpinisme. Ouais. Donc logiquement ça fait rêver. Donc quoi. mais ça se prépare, quoi. Je dirais je dirais que c'est pas un but en soi, mais c'est un chemin de vie, quoi. Ouais. Nous, c'est vraiment l'excellence dans la pluridisciplinarité qui nous attire et qui nous passionne, quoi. Ouais, carrément. Okay. Donc après, c'est un chemin, je pense, pour nous.
J'arrive un petit peu au bout des questions. Là, j'ai mes petites questions que je pose un petit peu à chaque fois. Ça vous dit d'y jouer? Vous pouvez y répondre du tac au tac, chacun votre tour, ou un pour deux, comme vous voulez. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour vous? Je crois qu'on sait tous la réponse, c'est dehors, en train de grimper. Ouais, c'est une journée où on partage, surtout déjà, je pense. Ouais. Les journées où on est tous les deux, déjà, c'est des bonnes journées. Ça, c'est sûr. Et après, je pense, une journée dehors, c'est quand même, ce qui nous fait le plus plaisir. Souvent, le truc qui nous fait le plus vibrer, je pense. Ouais, je vous imagine pas très bien confiné. Ça n'a pas été facile la première fois. Mais bon, à la fois, je dirais que comme un peu tous les athlètes qui ont réussi à continuer un peu à s'entraîner, ils étaient habitués à avoir cette répétition, cette rigueur, cette rigueur, tout ça. Enfin, tu vois, nous, pendant le premier confinement, on n'a pas arrêté du tout pendant les 5 semaines, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, pas les 5 semaines, n'importe quoi, plus. 8 semaines. 8 semaines. 8 semaines. Ouais. Donc, on a juste gardé un rythme hyper sérieux d'entraînement journalier, quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un truc pour faire baisser le stress ou la pression avant une compète ou avant une ascension compliquée? De la bonne musique, quand même. Je sais que moi, j'écoute beaucoup de rap, du coup, du rap français ou du rap US ou du rap UK même. Avant les compètes, j'aime bien parce que ça me fait me sentir puissant. Okay. Un peu ce style de musique j'ai l'impression qu'il m'élève un peu comme si j'étais le maître du monde, quoi. Okay. Et comme je suis quand même vraiment stressé avant de faire une voix en compétition, c'est quelque chose qui m'aide de me sentir puissant. Ok. Voilà, je pense que c'est un truc comme ça. Et après, des fois même, on fait pas mal de préparation mentale du coup maintenant, avec l'Académie de la Performance à Grenoble. Et une des phrases, par exemple, maintenant que je me suis répétée dernièrement, dont j'avais discuté avec mon préparateur mental là, c'était en fait, je vais me donner à fond, et si j'échoue, ça n'a aucune importance. Parce que se détacher de l'enjeu, et ça c'est quelque chose qui est très dur, je trouve, parce que pour gagner une Coupe du Monde, il faut aller en Coupe du Monde, mais une fois en Coupe du Monde, il faut arriver à grimper à 100% comme à l'entraînement quelque part, et pas avoir peur de prendre des risques et tout ça. Et ça, je trouve, quand t'as un enjeu derrière la tête, c'est le plus dur. Alors que au final, l'enjeu est la meilleure opportunité à la réussite, comme dirait très bien Simon Giraud. Qui est Simon Giraud? Notre préparateur mental. Okay. Il a cette phrase qui nous a fait beaucoup d'écho, et notamment plein d'autres, mais celle-là pour nous elle était assez folle. Pour nous elle représente vraiment le truc de dire que l'enjeu c'est la plus belle opportunité qu'on puisse donner à la réussite. Ok. Effectivement, elle est très belle. Très belle. Et je pense que ça n'a pas de frontières dans le sport ou dans la vraie vie. Cette phrase peut vraiment être utilisée pour un entretien d'embauche, comme pour tout, quoi. Je la note, je la retiendrai parce c'est vrai qu'elle est hyper pertinente. Et ok. Est-ce que vous aviez un sportif quand vous étiez plus petit qui était un peu votre idole ou dont vous étiez un peu admiratif? Je dirais que ça a été pas mal David Lama ou Lichtek, des athlètes de notre milieu, mais qui sont très, ils sont très forts dans tout. Tout ce qu'ils font, ils sont forts. C'est presque énervant quand tu regardes, tu vois. Et nous, ça, c'était quelque chose qui nous plaisait bien, et c'est un peu le chemin qu'on suit aujourd'hui, tu vois, d'être vraiment touché à tout. D'être bon dans toutes les disciplines. Ils ont fait des compétitions, ils ont été champions du monde, après ils ont fait des trucs en extérieur, et puis directement ils ont fait des trucs extrêmes, mais vraiment incroyables. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et c'est quoi le truc qui vous a le plus marqué chez ces gars-là? Est-ce que vous pourriez en citer un exploit ou un... Ils en ont fait trop. C'est vraiment. Mais justement, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est le fait d'être doué partout. C'est-à-dire que c'est des gars, ils ont été champions du monde d'escalade, et puis derrière, ils vont libérer une voie au Cerro Torre en Patagonie à jongler avec des conditions météo qui sont absolument inhumaines. Ouais. Et en fait, d'être capable, tu vois, de passer d'un milieu aseptisé de salle, d'escalade, de compétition et tout, à un truc où c'est toi et ton libre arbitre seul qui va décider si tu peux grimper aujourd'hui, savoir si les conditions seront bonnes, grimper dans un endroit où ça caille, c'est un truc de fou. Et tu vois, d'être bon dans tous ces trucs-là, d'être vraiment doué, en fait. Ok. Tu vois, et que ça semble facile en plus.
Ouais. Tu vois, ce truc-là, je vois très bien ce genre de... c'est beau, je trouve. Ok, Ouais. trop cool. Est-ce qu'il y a eu un autre sport que vous aurez bien aimé pratiquer au haut niveau? Ben, moi, je dirais que ça aurait été pas un sport, ça aurait été la musique. Ok. Parce que du coup, j'en ai fait beaucoup et c'est vrai que ça a été un choix assez dur d'arrêter la musique pour T'as fait quoi comme me instrument? consacrer. Et surtout de la batterie. Ok. Du coup, voilà. Mais comme à peu près dans tout ce qu'on a fait, c'était investissement à 200%. Du coup, ça a été un peu une décision un peu sèche de tout arrêter parce que ben j'avais plus le temps et il fallait que je fasse un choix sur ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Donc puis voilà. quand tu commences à bouger un peu partout, tu peux pas te trimballer ta Ouais. batterie avec toi. Ouais. Complètement. Mais donc j'étais très investi là-dessus et je pense que ça, j'aurais bien aimé faire carrière là-dedans, ouais. Ok. Quand même. Moi, je pense que ça aurait été le surf. Ok. Si j'étais né à la mer, enfin l'océan, tout ça, je pense que ça aurait été le surf. Ok. Le côté de la glisse, de la liberté, des conditions, de s'adapter aux conditions et tout, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est cool. C'est un super sport, je pense. C'est très cool. Trop cool. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font peur dans la vie, du quotidien ou Tiens, le métro à Paris, là, avant, c'était pas facile. Ça, c'est l'angoisse, ouais, le métro à Paris. Je sais pas. Ouais, c'est un peu, c'est surtout en ce moment, c'est pas facile. Ouais. Non, je dirais que c'est, on est une fratrie, on est une équipe et tout, et tu vois, on est vraiment fort ensemble. Et ce serait tu vois, qu'il y en ait un de nous qui passe. Enfin, tu vois, on fait quand même des sports où il y a quand même du danger et tout. Moi, j'ai eu un assez grave accident là il y a presque 2 ans, tu vois. Ouais. Et ça aurait pu vraiment, vraiment mal finir. Et tu vois, ça, je pense, c'est un des trucs qui fait peur. Pas moi de mourir, tu vois, mais que par exemple mon petit frère il meurt, tu vois. Ça, ce serait un truc c'est aujourd'hui un truc, moi, je sais, qui fait un peu peur parce que ma vie, elle s'effondrerait en entier, mon projet professionnel, tout. Et je pense que c'est un peu le truc quand voilà, t'es très fusionnel avec quelqu'un, c'est toujours un peu le. Ouais, toujours un peu pour l'autre. Ouais. C'est compliqué, quoi. Ouais. Par rapport à ça, je pense. Ça, je pense que c'est un des trucs qui nous fait peur. Carrément. Bah après, je pense que ça fait peur à tout le monde. Hein. Ouais, oui, tout à fait. Mais effectivement, chez vous, il y a forcément un truc en plus, quoi. Donc, auquel vous êtes obligé d'y penser. Vous voyez comment dans 20 ans? Dans une yourte? On espère que dans 20 ans, comme on sera professionnels tous les deux et qu'on continuera dans la même lignée qu'on est là, parcourir un peu le monde et juste autour de la maison, à réaliser des projets fous, et gravir beau. des montagnes. Et voilà, je pense. Fou, beau et ça. dur. Ouais. Et ouais. La performance. C'est carrément ça. Ouais, Ok. je pense que c'est ça. Trop chouette. Et est-ce qu'il y a un livre ou un film que vous avez regardé ou lu récemment et que vous recommandez à tout le monde autour de vous? Je pense qu'on a un livre qu'on a lu en expé il y a bientôt 2 ans, du coup. Ouais. C'est Sale gosse de Sam Bogé, Ok. qui est un superbe livre qui retrace son histoire et l'histoire de sa bande de potes. Ok. Et qui est assez folle, quoi, hein, des histoires de vol de pneus au bord de la route où ils volent les pneus pour les mettre sur sa voiture. C'était un peu c'est vraiment que des histoires un peu folles et rigolotes. Nous, on trouve ça cool, c'est un peu l'essence, tu vois, de l'esprit un peu alpiniste qui aujourd'hui se perd un petit peu parce que voilà, c'est un peu moins fou, un peu moins rock'n'roll. Et on aime bien ce côté un peu à l'ancienne, tu vois. Et ce livre, il nous avait bien fait rigoler pour ça, là. On trouve ça cool, le côté un peu de pas forcément trop se prendre au sérieux, tu vois, tous ces trucs-là. Ouais. Et à la fois, ça a été des alpinistes, mais vraiment exceptionnel, quoi. Ah, bien sûr. Et voilà. Ouais, c'est un très beau livre. Et puis sinon, c'est très romancé, non? C'est son autobiographie. C'est très écrit proche du lecteur, en fait. Du coup, c'est hyper facile à lire et à peu près à n'importe quel âge tu peux le lire, je pense, tu vois. Enfin, tu peux le lire assez facilement. Et c'est nous on avait bien apprécié. Et récemment, il y avait un truc aussi pendant le premier confinement, il y a un film qui est un peu ressorti sur les réseaux qui s'appelle Zeb et Paps. Et c'est l'histoire. Toi, ça pourrait te faire rigoler, je pense, sur l'histoire en fait de Zébulon, qui est
pareil, un fort alpiniste, fort parapentiste. Et Ok. c'est un peu un petit insight de quand il était tout petit avec son père. Ça, c'est assez rigolo de voir l'éducation qu'il a eue aussi. Tu vois, la gestion, la vision, la gestion du risque par rapport à l'enfance, tout ça, c'était assez. Moi, je trouvais ça assez. C'est marquant. complètement C'est fou, un- quoi. Ouais, C'est complètement fou. Quand le père fait décoller le fils en parapente, Ouais. à l'époque c'était vraiment des bâches, hein, on peut même pas appeler ça une voile. Tu jettes Il le ton fait plafond avec un décoller. torchon, quoi. Son fils qui doit avoir 12 ans, je crois. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi. Quel parent fait ça aujourd'hui? Enfin, c'est Ça n'existe plus, quoi. c'est mythique. Et C'est c'est mythique. assez rigolo de voir ça. Moi, ça m'a bien motivé. Ouais. Ça m'a bien Vas-y, fait rire. bah, je me le suis noté, vous m'avez bien donné envie de Ouais. le regarder en tout cas. Mais c'est très chouette. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? C'est une question qui m'a été suggérée par un auditeur. Je la pose depuis pas longtemps. Ah, pas facile celle-là. Parce que je pense que tu as bien fait ton métier. On a eu pas mal fait le de tour, bonnes on a fait questions. le tour. On a Ouais. pas- Ben, Bon, on va dire que je crois pas. Hein. Non, ça me paraît. Il y a pas mal de Allez. trucs. on n'a pas trop parlé de parapente, mais Ah oui, tiens. On n'a pas Mais- trop parlé de parapente. mais bon, ça sera Ça pour- prend encore une petite place dans notre vie pour l'instant. Ouais. C'est un début de quelque chose auquel on s'est mis. Et Pour que d'ailleurs, ça ça faisait du bien d'être débutant. D'être Dans un de truc. nouveau débutant dans un truc, tu vois. Ouais, ouais. De rapprendre des choses et tout. Et c'est dans l'idée que justement, pour qu'on puisse dans 20 ans continuer, faut qu'on préserve un peu nos genoux. Parce Ouais. que c'est un des trucs qui ramasse beaucoup en faisant du sport à haut niveau. Ben voilà, les articulations, c'est pas très bon. C'est clair. Ouais. Et du coup, descendre en parapente des sommets, c'est une façon de se conserver un peu. Et puis C'est vrai parce que j'avais pas vu le truc comme ça, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Au lieu de Ah ouais. passer 6 heures dans une descente complètement scabreuse, dans des crevasses, à se mettre mais en tu danger, te flingues les genoux. tu te casses Il y a les plein genoux. de trailers Et qui ben, nous écoutent, qui savent ce ouais. que c'est. Ouais. Et, Et ben là, du coup, tu descends en volant. tu grimpes Et puis tu c'est descends. incroyable en soi en plus. Hein. C'est Et quand puis même, en plus Ouais, de ça, la c'est un folie, sport c'est- qui est tu génial. voles, quoi. Ouais, C'est- c'est fou. C'est dingue. Et puis même du coup ça permet de rendre bien plus ludique des entraînements parce que bon l'entraînement au bout d'un moment des fois ça Ouais. ça prend un peu la tête. Alors là pour aller faire du cardio et tu peux monter à pied avec la petite voile dans le dos et puis En décoller courant, derrière. Ouais. Et t'as l'impression d'avoir fait un truc quand même bien plus cool de ta journée que Mm. que juste Que un juste peu de un trail entraînement quoi. cardio, Enfin, quoi. voilà que juste un Ouais. peu d'entraînement cardio. Nous, ça nous a rajouté un truc qui est intéressant là-dessus. Et puis, je pense que dans le temps, le matériel, il va encore bien évoluer. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir des choses incroyables à faire en alliant un peu justement le parapente, l'alpinisme, tout ça. Il y a une grosse page blanche, on va dire, je pense. Bah, je vous recommande vraiment d'écouter l'interview que j'ai fait avec. Je viens d'oublier son nom, alors que j'étais en train de penser à lui il y a 2 minutes. Bon, ça va, avec Antoine Girard, pardon. Ah oui. Et je crois il vit lui maintenant de sa passion. Bon, et c'est, enfin, je trouve que c'est un mec assez fantastique, tu vois, de ce qu'il fait, les expés. Là, il est parti là pendant plusieurs mois en Afrique faire ses ascensions à pied et voler H24 et il est super chouette. Vous devez peut-être vous connecter avec lui. Ouais. Et on devait essayer de se recapter au festival de films d'aventure à La Rochelle, mais on n'a pas réussi à s'attraper. Mais hyper inspirant sur Ouais, la il partie. est vraiment incroyable. Hein. Ce Ouais. qu'il fait là, c'est hallucinant. C'est Bon, on n'est c'est pas très du chouette. tout des bons parapentistes nous, hein, mais c'est un truc. Voilà, on s'y est mis et ça nous fait bien kiffer. Ouais. Trop cool. Ouais. Et ok, trop chouette. Et du coup, la dernière question que je pose un peu pour terminer les interviews, c'est un peu comme le passage du flambeau olympique, c'est plutôt un passage de micro. Et c'est de savoir à qui vous tendriez. Non, à qui vous souhaiterez tendre le micro pour un prochain podcast extraterrien. Et ben, il y a. Dans Tu notre peux me citer milieu, plein de noms. Moi, dans je suis notre très content. milieu, il y aurait Solène Piré. On trouve que Ok, je c'est connais une pas du fille tout. qui est incroyable. Elle est handi escalade, Ok. Double championne du monde. 2 fois. Ouais. Ok. Et elle c'est assez incroyable ce qu'elle fait et tout. C'est vraiment chouette. L'adaptation, elle évolue un peu. Enfin, comment dire, dans un milieu encore plus nouveau que l'escalade elle-même, qui est un milieu nouveau. Ouais. Et Ouais. du coup, c'est quand même intéressant, toute l'adaptation qu'elle doit mettre en place. Et
et tout ce qu'elle fait pour ça, ouais. Nous, on trouve ça assez impressionnant et je pense qu'il y a Ouais, plein de intéressant. choses. Enfin, nous, on aimerait bien l'entendre sur plein de questions que tu poses. Ça Ok. pourrait être bien intéressant. Et sinon, on a deux copains là qui sont rugbyman et qui sont très comment dire, potes un peu fusionnels, et nous ça nous fait souvent rire. Ils sont pas frères mais ils pourraient l'être, quoi. Ok. Et c'est Dylan Jaco et Michael Capelli. Ok. Ils jouent dans quelle équipe? Et ben À du Grenoble. coup ils étaient tous les deux à Grenoble. Ok. Et là il y en a un qui a été muté à Bordeaux. Non, c'est Clermont. Clermont-Ferrand. Ferrand. Ok. Je Belle crois. équipe en plus. Ouais. Voilà. Ouais. Grenoble. Ouais, c'est deux grosses machines. Hein. Et là en ce Vraiment moment, très si fort. tu les contactes, à tout moment ils ont du temps parce qu'ils sont tous les deux blessés. Comme ça. Vous les Voilà. balancez, bah, c'est bien. Bah, Voilà. tu m'as dit donc Dylan Jaco et Michael Capelli. Ouais. Michael Capelli. Bah écoute, je les contacterai de votre part. En fait, on est dans la même team de prépa mentale, donc Trop bien. du coup, c'est de là qu'on les connaît. Ils sont assez géniaux. Trop chouette. Ouais. Trop chouette. Bah écoutez, merci infiniment pour ces moments-là. C'était vraiment très cool. J'ai adoré parler de tout ça avec vous. C'était super chouette. Donc j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Ouais, carrément, c'était bien sympa. Et du coup, bah merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Carrément. Merci à tous. Tac. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!